Bienvenue à toutes et à tous. Donc ce soir, c'est notre première conversation de pacification sur le thème de la mission de vie. Il y a beaucoup de choses à dire. Donc bonsoir tout le monde et bonsoir Eric. Donc pour ceux qui ne connaissent pas encore Eric, Eric anime avec moi les stages Reconnexion et c'est aussi un expert de mon équipe, le seul homme d'ailleurs pour l'instant. Et aussi, c'est Eric qui propose des appels pour que vous puissiez sentir si nos accompagnements sont faits pour vous ou pas et qui vous aide à sentir le sens et vos besoins par rapport à ces accompagnements. Donc, Eric est un ancien ostéopathe dans son ancienne vie. Et je te laisse te présenter, Eric, si tu veux rajouter quelque chose à cette courte présentation. Ouais, je vais pas. Bonsoir tout le monde déjà. Je vais pas rajouter forcément beaucoup parce que sans faire sans spoiler quoi que ce soit, on va partager un peu de nos expériences de vie dans nos missions de vie respectives et donc qui restent de la matière. Mais donc en tout cas, j'ai toujours eu un engouement profond pour qu'est-ce qu'on fait ici, donc qu'est-ce que je fais ici euh, et une, une injonction profonde en moi de le découvrir dans la sensorialité, dans la sensitivité, dans le toucher, donc ostéopathe, ensuite du massage tantrique, et donc le toucher, le toucher conscient, le non-verbal est le centre de mon art et aujourd'hui du coup de ma mission de vie. Ouais. Hmm. Et en ça, on se rejoint quand même pas mal parce que moi, j'ai été kiné, après j'ai été thérapeute psychocorporelle et donc j'ai pratiqué aussi pendant 15 ans le tantra. Et d'ailleurs, c'est dans des stages de tantra qu'on s'est rencontrés et qu'est née l'envie de collaborer ensemble. Et dans ce que tu partages dans mon univers, j'avais oublié de dire aussi que cette année, tu vas animer des stages pour la première fois dans mon univers, des stages de tantra dédiés aux hommes. Tout comme moi, je vais animer des stages de tantra avec Marielle, une de mes expertes, dédiées aux femmes. Voilà, donc on ouvre deux univers séparés pour mieux se rejoindre ensuite, bien sûr. Mm. Alors, on va commencer par qu'est-ce que c'est la mission de vie pour nous? Et je voulais dire en préambule que, évidemment, tout ce qu'on va vous partager ce soir, ce sont nos croyances personnelles, issues de notre intuition, de notre expérience, de nos connaissances, des personnes qu'on a suivies aussi. Bien sûr, il y a des choses qu'on a senti vraies dans de grands enseignements spirituels et on a glané ici et là. Mais en tout cas, ne prenez évidemment que ce qui résonne pour vous. Utilisez toujours votre discernement et il y a peut-être des choses qui résonneront pas pour vous et c'est OK, sentez ce qui résonne pour vous. Donc pour moi, la mission de vie, c'est vraiment les grandes expériences que notre âme a envie d'incarner dans la matière, dans chaque vie. Puisque selon mes croyances, donc notre âme s'incarne évidemment de nombreuses fois et dans chaque vie, elle a envie d'incarner, d'expérimenter certaines choses et ça passe par un cadeau unique que nous avons à offrir au monde. Il y a des missions de vie qui sont communes, qu'on a tous, et puis il y a des missions de vie qui sont un petit peu plus spécifiques en lien avec ces cadeaux uniques. Donc ça parle de talent, ça parle de contribution au monde, mais ça parle aussi d'amour pour soi. Ça parle aussi d'amour pour les autres ou de guérison de lignée. Et ces missions de vie vont se raffiner, on va vous l'expliquer pendant ce live, au fil de notre évolution. Qu'est-ce que c'est pour toi la mission de vie en complément de ce que je viens de dire, Eric? Je crois que j'ai envie de rajouter que euh, le, le, la mission de vie la plus profonde, c'est l'amour. Et à la fois, c'est tellement vaste qu'on peut se demander ce que ça peut bien vouloir dire, cette histoire-là. Et en fait, le fait de recontacter, grâce à toutes nos expériences de vie, le sentiment profond d'amour, ce qui se révèle, c'est que l'amour dans son mouvement vers l'extérieur, parce que quand on est plein d'amour, finalement, la seule chose qui reste, c'est à aller vers l'extérieur, c'est à l'offrir. Et du coup, cette forme de contribution au monde qui apparaît,
c'est pas quelque chose de mental, c'est pas quelque chose d'intellectuel. Si autant d'êtres humains à ce jour ont envie de contribuer à quelque chose, hein, certains les végétaux, les animaux, les humains, c'est très vaste. C'est un mouvement qui est inhérent à l'amour. Voilà. L'amour aime contribuer, aime soutenir, aime partager. Et du coup, lorsque j'ai reconnecté cet espace d'amour à l'intérieur, alors ce que j'ai envie d'en faire apparaît. Voilà, quelque chose comme ça. Et là, j'ai ma mission de vie parce que ben, à la fois je suis nourri, j'ai cet amour à l'intérieur et je connecte de façon naturelle à son élan vers les autres, vers la planète, vers l'extérieur. Oui, alors là, on rentre vraiment directement dans le vif du sujet, c'est super. Il y a Denis dans le chat qui dit c'est quoi le tantra? Et c'est très lié, selon moi, à la mission de vie, dans le sens où pour moi, le tantra, c'est une voie d'éveil à soi et une voie d'éveil de reliance au divin par la circulation de l'énergie vitale, qui est aussi notre énergie sexuelle, dans tout le canal central énergétique et dans tout le corps, dans tout l'être. Et pour moi, cette énergie vitale, elle est faite de cette information d'amour. Donc, en faisant circuler cette énergie vitale dans le corps, ben, inéluctablement, l'énergie d'amour commence à circuler. On commence à sentir que cet amour, il a toujours été là en nous, qu'on peut s'appuyer dessus déjà pour pacifier nos blessures, pour se guérir nous-mêmes, et ensuite seulement pour l'offrir aux autres. Et par rapport à ce que tu disais, sur le fait que quand on est nourri par l'amour, ensuite on peut l'offrir aux autres. Bah, c'est vraiment en lien pour moi avec la pacification des blessures, c'est-à-dire que quand nos blessures sont encore très présentes, on ne peut pas réellement offrir de l'amour aux autres. En fait, on est dans le rôle du sauveur. Il faut d'abord commencer par s'offrir de l'amour pour pouvoir pacifier nos blessures, et suite à ça, alors seulement le brouillard mental de nos blessures, de notre ego, de nos pensées égotiques peut commencer à s'éclaircir petit à petit. Et c'est seulement là qu'on va sentir la connexion à l'âme. Et c'est seulement là qu'on peut commencer à sentir émerger cette mission de vie. Parce que cette mission de vie, elle est complètement, elle n'est pas du tout mentale en fait. Et c'est ça un des premiers pièges. Et un des messages que j'ai envie de transmettre ce soir, très important, c'est que au début, on a tous très envie de contribuer, et donc on peut être perdu un peu dans ce mental à se dire, alors attends, qu'est-ce que je sais faire? Qu'est-ce que j'aime faire? Avec qui j'aime travailler? Et essayer de construire une carte qui correspondrait à notre mission de vie. Mais les vraies informations qui correspondent à notre mission de vie, elles vont émerger d'elles-mêmes à partir du moment où elles auront la place de le faire parce qu'on aura fait de la place en écartant nos blessures. Comment ça résonne pour toi, ça? Et peut-être par rapport à ta propre expérience, ton propre parcours de vie. Ce que j'ai observé, c'est qu'il y a quelque chose qui à la fois est présent et qui en même temps n'est pas pleinement compréhensible. Du coup, si je parle de ma propre expérience, euh, et j'ai envie de vous la partager, je sais pas nommer comment, peu importe. Euh, je vais commencer par la fin, tiens. Aujourd'hui, ma mission de vie, très clairement, parle la capacité que j'ai à faciliter l'espace en chacun et en chacune, de se reconnecter à c'est quoi la sensation de l'amour dans mon corps lorsque je suis dans le toucher, lorsque je suis en lien. Euh, et si je fais un chemin qui repart à l'origine et qui peut donner du sens à comment j'en arrive là, finalement, la plus grande douleur de ma vie, dans une blessure d'abandon très forte, et notamment en lien avec ma mère, euh, j'ai vécu dans son toucher une dissonance entre ce que je crois, je pense, je me souvenais encore de ce que pouvait être l'amour, et la manière dont j'étais touché. Et à aucun moment, je vais dire que ma mère n'avait pas d'amour pour moi. Je dis juste qu'il n'y avait pas une conscience qui avait été apprise, qui avait été conscientisée dans toucher avec amour. Et finalement, cette blessure qui a été extrêmement forte pour moi dans ma sensibilité, je suis allé la chercher avec des compagnes
qui était en difficulté avec le toucher. C'est-à-dire, je suis allé me condenser dans ma difficulté jusqu'à ce que ça devienne tellement complexe que je fasse des études d'ostéopathie pour aller le comprendre d'un point de vue thérapeutique, essayer d'aller voir dans le corps qu'est-ce qui se passe dans le toucher. Et comme c'était pas encore suffisant, la vie m'a proposé une expérience très brutale de séparation avec une grande violence profonde. Parce que même si j'étais en dissonance avec cette femme, j'avais un amour profond, quatre enfants, donc un moment de vie extrêmement puissant OK, il faut trouver j'ai quelque chose à comprendre. Mm. Et de cet espace, je rencontre le tantra et notamment le massage tantrique, dans lequel quelque chose se révèle en moi. C'est-à-dire, je commence à être capable déjà moi-même de m'offrir de l'amour dans le toucher. Ensuite, je comprends et j'apprends les clés qui me permettent de le partager avec l'autre. Et de là, très rapidement, je finis par animer des stages et ce que je peux partager, c'est que 2 ans avant, je ne savais même pas que le massage tantrique existait. Et ça, je crois que ça a une vraie valeur. C'est-à-dire que sur ma ligne de vie, euh, euh, sous-jacent, il y avait ce toucher qui était en difficulté, cette relation à l'amour et au toucher. Euh, je l'ai investi parce que la vie nous pousse à investir dans nos difficultés. Donc, il y a une grande valeur dans nos difficultés. En tout cas, ça, c'est un message important que j'ai envie de transmettre. Il y a toujours du sens à tout vivre. Et à un moment donné, il y a des choses qui commencent à s'aligner. Donc, je travaille sur moi, sur ma blessure d'abandon. euh, je fais tout un travail personnel. Et parce que ça s'ouvre, alors apparaît de façon très hasardeuse, réellement, hein, même si on sait qu'il n'y a pas de hasard, ce massage tantrique qui devient ma vie. Et je ne savais pas que ça existait. Donc, il y a quelque chose sur notre chemin qui, lorsque j'accueille mes blessures, que je lutte pas avec, que j'en fais quelque chose, que je les prends en main et que je travaille dessus, qui aligne des énergies qui nous permettent de rencontrer quelque chose qui nous épanouit, parce que ma manière de vivre la mission de vie, c'est que quand j'anime un stage, euh, je vis un calme intérieur, je vis une joie que je ne peux pas décrire. Et c'est ce qui me permet de sentir que je suis à ma place. Mm. Voilà ce que je veux partager. Et c'est très beau d'ailleurs de te voir animer des stages parce qu'on sent que tu es complètement inspiré, habité et tout le monde t'écoute et tu développes ça de stage en stage. C'est absolument magnifique. Les stages reconnexion sont quasiment toujours complets et les gens repartent complètement bouleversés par cette puissance d'amour qu'ils ont sentie en eux et qu'ils ont pu aussi offrir ou recevoir. Et ça, c'est absolument magique. Ça a été vraiment pour moi une révélation aussi de pouvoir co-animer ces stages avec toi et de sentir ça euh, avec tous les participants. C'est vraiment des très, très beaux moments. Et moi, par rapport à ma mission de vie, je te rejoins, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de l'ordre de on ne sait pas vers où on va, mais la vie va nous y emmener par des chemins qu'elle seule connaît, puisque moi, ma mission de vie est en lien avec la pacification des blessures émotionnelles, mais pour arriver jusque-là, il y a eu beaucoup d'étapes, et la seule chose que je savais, c'est que je voulais aider les gens. Et donc, au début, je pense que notre mission de vie se raffine avec notre niveau de conscience, c'est-à-dire que plus on monte en niveau de conscience et plus on va avoir des indices précis. Mais à l'époque, mon entourage et mes parents, par exemple, me disaient, mais c'est pas possible, tu fais plein de trucs différents et il n'y a rien à voir entre ces différents trucs. Alors qu'en fait, si, il y avait un fil rouge et que le fil rouge, c'était la pacification des blessures émotionnelles. Mais de l'extérieur, ça se voyait pas forcément. D'abord kiné, ensuite thérapeute psychocorporel, ensuite transmettre les enseignements d'un maître spirituel et puis mon propre truc. Et ma mère me disait tout le temps, mais tu vas faire combien de formations en fait? Et ça aussi, j'ai envie de le partager parce que j'ai fait énormément de formations et parfois j'entends des personnes qui me disent, non, mais j'ai fait cette formation, mais je l'ai fait qu'à la moitié, par exemple. Mais c'est pas grave parce que parfois on a besoin d'un seul truc dans une formation pour pouvoir continuer notre chemin vers notre mission de vie et puis c'est tout. Voilà. Donc peut-être que vous avez parfois l'impression de vous perdre
dans tout ce que vous apprenez, dans toutes les expériences que vous faites, mais il y a certainement un fil rouge dessous qui va s'éclaircir au fur et à mesure. Ce que je voudrais vous partager aussi, c'est le tableau que vous connaissez déjà pour la plupart. Et sinon, je vous invite à aller sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Mission Originelle. Si vous tapez Mission Originelle Hélène Laporte, vous allez la trouver. Donc, la fameuse échelle des niveaux de conscience Dawkins, vous la voyez là? Ouais. Parce que donc, vous avez ici les premiers niveaux de conscience où il n'y a pas de conscience de soi. On est dans des émotions très fortes, difficiles, et on n'a pas de conscience de soi. Jusqu'au jour où on arrive dans le orange, qui est la phase d'orgueil, où on se dit, j'ai tout réussi, tout va bien dans ma vie. Et puis là, à ce moment-là, coup de bambou derrière la tête de notre âme, qui nous met une situation bien difficile. Donc, Eric a parlé par exemple d'une rupture tout à l'heure qui l'a fait se remettre en question beaucoup. Ça peut être aussi un burn-out, un licenciement, une dépression, quelque chose qui va nous faire ouvrir des portes, ouvrir notre cadre de référence et prendre conscience que ben, la vie, c'est bien plus grand qu'on imagine et on n'est pas que ce corps et que notre réussite matérielle. Et ensuite, on passe dans le niveau jaune où se situe actuellement la majorité de l'humanité, où on se pose des questions. On se pose des questions, on va voir des psys, on regarde des masterclass, on lit des livres sur les blessures, etc. Mais en fait, la phase de pacification des blessures, elle ne débute que ici, dans cette phase vert clair, et elle contient les phases vert clair, vert foncé et bleu clair. Et par rapport à la mission de vie, ce que je peux dire, c'est que je pense que notre âme peut commencer à nous donner des indices sur notre mission de vie, mais des indices, je veux dire vraiment des évidences, d'accord? Donc des évidences à partir de la phase vert foncé. Donc c'est quand même une phase où on a déjà enlevé à peu près la moitié de nos blessures, la moitié des gros cailloux entre nous et notre âme. Donc là, on commence à avoir des indices, mais il nous reste encore l'autre moitié des cailloux à enlever. Et quand on arrive dans la phase bleu clair, là, on a enlevé tous les gros cailloux et on n'a plus que la couche profonde de blessures de rejet à effectuer. À ce moment-là, ça devient tellement évident que quand on a fini avec la couche profonde de blessures de rejet en fin de cette couche bleu clair, il est possible d'incarner pleinement sa mission de vie dans l'abondance. Pourquoi on ne peut pas le faire avant? Parce que, selon moi, hein, ça n'engage que moi, mais c'est valable pour la plupart des gens que j'accompagne et pour moi. Pourquoi on a du mal à le faire avant? C'est parce que dans la couche bleu clair, il nous reste la couche profonde de la blessure de rejet qui est en lien avec la valeur qu'on se donne. Et quand, comme tout le monde, inconsciemment, très très profondément, on pense tous qu'on a moins de valeur que les autres avant d'avoir pacifié cette couche, c'est difficile d'être dans l'abondance et de gagner sa vie avec notre mission de vie tant qu'on pense qu'on a moins de valeur que les autres. Voilà pourquoi, dans mon expérience, tant qu'on n'a pas fait ces trois couches de pacification de blessures, c'est compliqué d'incarner pleinement sa mission de vie et de pouvoir le faire sans se soucier de contingences matérielles. Tu voudrais ajouter quelque chose là-dessus, Eric? Par ton Ben, expérience, peut-être? c'était très clair. Ce que je peux avoir envie de rajouter, c'est que dans ce premier temps qui rend difficile l'accès à notre mission de vie, c'est que il y a quelque chose en nous qui a cru, parce qu'on a été accompagné de cette manière-là, généralement, que il fallait, comment dire, réussir sa vie. Mais réussir sa vie dans cette société. Et ça, il y a énormément en fait de contingences qui arrivent parce que ça veut dire réussir seul. C'est de la séparation, hein, en fait, dans tout la première partie de notre vie, même si ce qu'on fait a évidemment et sans doute un lien avec notre mission de vie finale, l'énergie que l'on met en mouvement pour aller vers réussir notre vie n'est pas du tout la même que lorsqu'on a commencé à toucher notre cœur, à accepter d'être vulnérable, accepter d'être limité, hein, et avoir besoin les uns des autres. Et ce nouveau panorama, en fait, nous permet, dans l'entraide, dans la collaboration,
de toucher un espace en nous qui est beaucoup plus vaste et qui éclaircit. Tout à l'heure, j'ai vu passer un petit message, pardon, j'ai pas retenu le prénom. Moi, ce qui me bloque, c'est quelque chose en lien avec les constellations familiales, avec les ancêtres. Ben, c'est une des choses qui euh, nous réduit notre capacité à être profondément en lien avec notre ressenti. Et donc, quand on commence à comprendre tout ça, prendre du temps pour s'en occuper, ça devient essentiel, hein. Donc, ne pas s'imaginer que la mission de vie, euh, c'est tiens, d'un seul coup, j'ai trouvé un métier. Voilà, c'est pas ça l'idée. Hein, l'idée, c'est ah tiens, je sais qui je suis. Là, je sais qui je suis. J'aime être qui je suis. J'aime vivre ici sur cette planète. Et ça demande du travail, d'introspection et de l'engagement vers son être. Oui, parce que la pacification des blessures nécessaires pour arriver à cet endroit, elle nécessite d'aller vraiment dans nos profondeurs. Et donc, il y a au moins une phase, la phase vert clair que j'appelle la phase essorage de la machine à laver, qui est un peu remuante, quoi. Où, en fait, j'ai des messages en ce moment de personnes qui me disent, écoute, je suis en pleine pacification et ça va vraiment mieux que jamais. Pour autant, je sens des accès de tristesse ou d'agacement qui arrivent et je comprends pas d'où ils viennent parce que dans ma vie, tout va de mieux en mieux. Et en fait, c'est que quand ça va mieux, nos émotions refoulées d'enfants s'autorisent à refaire surface pour être libérées. Donc, bien sûr, accueillir les émotions de son enfant intérieur avec son âme et avec son adulte, c'est quelque chose qui peut être un peu remuant, surtout quand on ne sait pas ce qui se passe. Mais quand on sait ce qui se passe, ben, c'est une phase qui est profondément joyeuse aussi parce qu'on sait ce qu'il y a derrière. Et on sait qu'à chaque émotion qui se libère, on va être ensuite plus paisible, plus joyeux. Les synchronicités vont arriver dans notre vie. Euh, c'est vraiment, euh, c'est vraiment quelque chose de profond qui se passe. Euh, alors, on a plein de questions. Et du coup, on va peut-être les prendre une par une. Est-ce que nous avons tous une mission de vie? Alors, il faut définir effectivement ce que c'est que mission de vie, mais moi, je pense qu'effectivement, on a tous une mission de vie. On a d'abord tous la même mission de vie commune qui est expérimenter l'amour à travers ce qu'il est et à travers ce qu'il n'est pas. Ensuite, il y a des personnes, et ça, c'est pas forcément tout le monde, mais il y en a beaucoup ici, parce qu'elles sont sur ce chemin de développement personnel et que ce sont presque les premières de leur famille à le faire, qui ont la mission de guérir leur lignée. Et ensuite, quand on avance encore dans les niveaux de conscience, on se rend compte qu'on a un cadeau unique à offrir au monde et qu'on a une mission de vie en lien avec ce cadeau. Mais comme disait Eric, on n'en fait pas forcément un métier. Par exemple, la pacification des blessures émotionnelles, c'est quelque chose que j'aurais pu faire dans un cadre plus restreint. Où il y a peut-être des gens qui ont la même mission de vie que moi et qui ont simplement à l'expérimenter avec leurs proches, avec leur famille. Donc, c'est pas forcément un métier. Il y a une personne qui m'a dit, oui, j'ai 65 ans, j'ai un mari, des enfants, je me suis accomplie professionnellement. Est-ce que de quoi ça parle, ma mission de vie? Ben, la mission de vie, ça parle surtout à ce moment-là de bonheur. Est-ce qu'on est vraiment heureux d'être qui on est? Est-ce qu'on est pleinement épanoui dans sa vie? Et dans ces cas-là, peut-être que notre mission de vie est accomplie. Tout le monde n'a pas, je pense, une mission de vie en lien avec l'humanité. La plupart des gens qui veulent devenir accompagnants ne se rendent pas forcément compte qu'ils le font en premier lieu pour eux-mêmes, pour se guérir eux-mêmes, pour pacifier leurs propres blessures. Parce qu'on a tous un peu ce réflexe de sauveur et qu'on va aller essayer de sauver les autres avant de se sauver nous-mêmes. Mais si on passe cette étape, parce qu'on l'a tous vécu, moi la première, j'ai réalisé bien après que je m'étais formée en thérapie psychocorporelle pour moi, avant de le faire pour les autres. Mais ça, on s'en rend compte plus tard. Mais si on passe cette étape-là et qu'on pacifie profondément nos blessures et en travaillant sur les trois niveaux de la réalité simultanément, parce que ça, pour moi, c'est la condition sine qua non pour réellement pacifier nos blessures, eh bien, à ce moment-là, on peut aller vers le niveau bleu clair. Et c'est à ce moment-là, quand on arrive à cet endroit, qu'à mon avis, il y a des missions en lien avec l'humanité. Parce qu'avant, on est centré sur notre propre éveil et notre propre développement. Et tout le monde ne va pas aller
jusqu'à la couche bleu clair, parce qu'on n'est pas tous au même endroit dans notre évolution au niveau de nos vies. J'aime pas dire vie antérieure parce que ça suppose qu'il y ait des vies antérieures, des vies postérieures. Et vous savez, pour certains, que c'est peut-être plutôt simultané, il n'y a pas de temps à ce niveau-là. Mais en tout cas, il y a des gens qui ont fait plus de vies que d'autres. Et donc, simplement, il n'y a pas de gens qui sont plus extraordinaires avec des missions de vie plus extraordinaires. Il y a simplement des gens qui, si le chemin il va de A à B, qui sont un peu plus avancés sur le chemin parce qu'ils ont fait plus de vies. Vous voyez? Donc, c'est simplement en fonction de quel endroit on se trouve sur ce chemin qu'on va aller de plus en plus haut dans l'échelle des niveaux de conscience et donc que notre mission de vie sera de plus en plus raffinée. Ça fait sens pour vous? Tu veux rajouter quelque chose, Eric? Donc évidemment qu'on a tous une mission de vie et en fait le risque à cet endroit, c'est de nous formater. Cette société, elle aime bien nous formater. Elle aime bien nous faire croire que nous devrions tous avoir un yacht, une Porsche, des villas dans les îles, et que ça serait être ça une vie réussie et donc d'une certaine manière une mission de vie. La vérité, c'est que si ce que l'on vise, c'est être heureux, j'ai un ami tout près d'ici qui habitait dans une tiny house, qui habite encore d'ailleurs. Et sa passion, lui, c'est le bois. Et du coup, il sculpte le bois et il est extrêmement heureux de faire de faire ces sculptures qui sont magnifiques. Et petit à petit, des gens ont vu la beauté dans ces sculptures et ont commencé à lui acheter ces sculptures. Et du coup, maintenant, c'est aussi son métier et il est parfaitement heureux. Du coup, évitons d'avoir une image formatée de ce que peut être une mission de vie et imaginons que ça peut être euh, vivre cette vie en étant heureux. Voilà. Quoi que ça soit, si ça m'amène à la fois une forme de sécurité parce que c'est important, les finances dont j'ai besoin, et elles sont différentes pour tout le monde. Quelqu'un va être très heureux avec 1 000 € et quelqu'un va être très heureux avec 10 000 €. Et on s'en fout, hein, parce que l'important, c'est est-ce que je suis heureux finalement. Et donc, on a tous une mission de vie et c'est comme une aventure. En tout cas, moi, j'aime bien l'imaginer comme une aventure. Ça rend la vie beaucoup plus attrayante et joyeuse. Oui, tout à fait. Alors, il y a un homme dans le chat qui dit: Combien de formations vas-tu faire? J'ai tellement entendu ça. Alors, vu ton prénom, je sais que tu n'as pas a priori fait le processus Renaître à soi de pacification des blessures. Donc, bah, c'est que j'ai pas encore assez fait de formation pour que tu viennes. Parce que si jamais on ne fait pas ce processus de pacification, on peut tourner en rond. Alors, pas le mien, hein, je ne veux pas dire qu'il y a que le mien qui existe, attention. Mais ce que je veux dire, c'est que si on ne va pas travailler ces blessures et les transformer profondément, on peut tourner en rond toute sa vie. Mais Donc, peut-être que je me trompe, Hélène, mais peut-être que ce qu'il voulait dire, c'est que lui aussi a fait beaucoup de formations et que lui aussi a entendu de l'extérieur il faisait beaucoup de formations et combien tu vas en faire. Mais peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression que c'était peut-être ça qu'il voulait dire. ah, peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que alors, j'avais fait aussi une vidéo pour expliquer que le risque dans notre société, comme on disait tout à l'heure, c'est que les personnes, quand elles sont accompagnantes et qu'elles n'ont pas fait ce travail profond, eh bien, elles soient dans le rôle de sauveur et elles proposent elles-mêmes de former des gens, mais sans avoir fait ce processus et sans l'avoir intégré, ça ne fonctionne pas. Donc, c'est pour ça que, il y a tellement de thérapeutes qui viennent vers nous parce qu'ils se rendent compte justement que, ils sont pas encore ils n'ont pas encore assez intégré le process pour pouvoir accompagner les gens vers ce process. Et moi-même, comme je l'ai déjà dit de nombreuses fois, j'ai été la première à tomber dans ce piège-là parce que j'ai fait une formation de thérapie psychocorporelle où à la fin, j'étais sûre d'avoir monté des niveaux dans l'échelle des niveaux de conscience et en fait, pas du tout. Pas du tout, j'étais restée au même endroit, simplement mentalement, j'avais compris des choses. Mais ça suffit pas de comprendre. Il faut aller vraiment revenir au contact de notre enfant intérieur et de ses émotions pour pouvoir libérer les émotions, transformer les traumas, les dissoudre et reprogrammer la conscience en même temps. Et ça, c'est hyper important. Alors, il y a Laura qui dit, on peut régresser aussi, non?
est-ce que le nombre de vies est vraiment un facteur important pour pouvoir se situer dans l'échelle? Ça, c'est super intéressant comme question parce que évidemment, c'est pas que le nombre de vies, parce que ça va en lien avec une question à laquelle j'allais répondre, qui est est-ce qu'il y a un destin qui est écrit? Il y a des envies de notre âme pour chaque vie, et après, on a un libre arbitre. Donc, on peut tout à fait avancer beaucoup dans une vie et pas du tout dans une autre. Donc, c'est pas que le nombre de vies qui compte, c'est ce qu'on en fait. Il y a des personnes en 3 vies qui vont avancer beaucoup plus qu'en 100. Vous voyez, donc effectivement, le nombre de vies n'est pas un indice. Par contre, je ne crois pas qu'on puisse régresser. C'est-à-dire que pour moi, tout ce qui est acquis est définitivement acquis. Par contre, on peut avoir l'impression de stagner. Mais Grabovoi disait qu'il n'y a pas de stagnation réelle. Parce qu'à chaque instant, il se passe des choses et on avance. On peut avoir l'impression, par contre, d'avancer très lentement. Parfois, on a besoin de temps d'intégration et on peut avoir l'impression que c'est de la stagnation, mais c'est de l'intégration à un certain niveau. Donc, soyons doux avec nous-mêmes à ce niveau-là. Euh, Est-il possible de refaire le chemin à l'envers? Donc, j'imagine que tu veux dire la même chose en expérimentant le deuil. Alors, il faut que tu précises ta question, mais je ne sais pas comment tu la comprends, Eric, mais pour moi, ça veut dire régresser aussi, qu'elle veut dire? Faire le chemin à l'envers? Ouais, j'aurais la sensation. Ouais. Alors, donc, non. Mm. Pop, 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 pop. Alors, mission de vie et mission d'âme peuvent-elles être différentes? Ben après, tout dépend ce qu'on met derrière chaque concept, hein. C'est des noms donnés par l'être humain, donc chacun met ce qu'il veut derrière. Mais moi, en tout cas, quand je dis mission de vie ou mission d'âme, c'est la même chose pour moi. Notre mission de vie peut-elle évoluer dans une même vie si elle est atteinte, par exemple, ou dans le cas de la transcendance de l'âme? Alors là, on rentre sur des notions complexes et où je voudrais pas m'avancer parce que j'ai pas de réponse suffisamment précise à te donner. Mais pour moi, je dirais quand même qu'une mission de vie, c'est une mission pour toute une vie. Et je dirais pas qu'elle peut se transformer, changer, mais je dirais qu'elle peut se raffiner au fur et à mesure. Et que si tu penses qu'elle peut changer, c'est peut-être que tu veux dire qu'il y a différentes étapes. Et c'est vrai que les étapes peuvent paraître différentes, mais il y a un fil rouge conducteur qui est vraiment le même. Alors, je repasse aux questions parce qu'on en a un paquet. Donc, pour moi, mission d'âme, mission de vie et mission originelle, c'est la même chose, hein. Voilà, juste pour. Est-ce important de réaliser sa mission de vie? Tiens, vas-y, je te laisse répondre, Eric. Ouais, ben là, ça peut être fait assez rapidement, puisque si on estime que c'est un endroit, c'est un espace qu'on réalise en soi, qui se manifeste à l'extérieur et qui nous rend heureux, euh, bah ouais, je crois que qu'on y arrive ou pas, euh, tenter l'aventure me semble capital. Voilà ce que j'ai envie. Et j'ajouterais que ça te semble capital parce que toi, ton évolution est importante pour toi, ton bonheur est important pour toi et que tu as besoin de sentir que les choses ont un sens. Donc, je pense que si vous êtes ici, effectivement, c'est important pour vous. Maintenant, il y a des gens, quand vous êtes dans les niveaux rouges du tableau, vous vous posez pas ce genre de questions. Donc, la question de la mission de vie et de son importance, elle arrive à partir du moment où, où elle entre dans notre niveau de conscience. Que se passe-t-il si l'on n'atteint pas sa mission de vie? Rien. Rien. Il peut il faut recommencer, quoi. Je ne sais pas comment on dit en anglais. Je voulais dire game over, mais le jeu n'est pas terminé puisqu'on recommence dans la vie d'après. Donc c'est vraiment un choix personnel. Et du coup, ça vaut aussi le coup d'essayer parce que bah, même si on n'y arrive pas, il y a une continuité avec les autres vies. Parce que je pense que, alors ça c'est une bonne question, mais je pense que de vie en vie, il y a un fil rouge qui est encore plus grand au niveau de notre âme. Il y a certainement des types de missions de vie, et ça je le dis à l'instinct, mais j'ai pas de certitude par rapport à ça, mais des familles de missions de vie ou des choses comme ça. Et il est possible que de vie en vie, elles se suivent. Donc même si on a la sensation de pas y arriver complètement dans cette vie-là, c'est pas grave, ça continue après. On change juste de forme entre les deux. Tu m'interromps hein, si tu veux rajouter quelque chose, Eric, à chaque fois. Hmm. Donc, est-ce que tout le monde a une mission de vie collective en lien avec l'humanité? Ça, j'ai répondu. Je pense que tout le monde potentiellement en a une, mais que tout le monde ne va pas jusque-là dans chaque vie.
Existe-t-il des missions de vie communes à tous les êtres humains? On a répondu aussi. Déjà expérimenter l'amour, ça c'est sûr. J'ai envie de rajouter un tout petit truc sur la contribution, les missions de vie en lien avec la contribution au monde. Là, c'est pareil. À mon avis, c'est très important de se souvenir de la fable du colibri, c'est-à-dire et de l'effet papillon. Ce sont des endroits où je n'ai pas conscience que je contribue au monde alors que je contribue au monde. C'est-à-dire contribuer au monde, c'est pas forcément avoir une action avec d'autres êtres humains. Je peux tout à fait être dans mon coin, dans mon petit espace, rayonner de l'amour, sourire, et je contribue au monde. Voilà. Donc, pour moi, c'est évident qu'on contribue au monde. C'est juste que peut-être notre idée de ce que veut dire contribuer au monde euh, est réduite, qu'on la réduit à un champ d'action, alors qu'à mon avis, elle est de toute façon évidente. Nous sommes tous en interaction et en permanence. Complètement. Et là, ça me fait penser vraiment au concept du champ informationnel, hein. C'est-à-dire qu'on est tous en lien, on est tous dans cette espèce de toile d'araignée, on pourrait dire. Et quand on tire d'un côté de la toile d'araignée, ça bouge dans toute la toile. Donc, quand on émet de l'amour, toute la conscience collective en profite et on fait monter le niveau de conscience de toute l'humanité de facto, de toute façon. Et ça me fait aussi penser à notre essence unique, puisqu'on a tous une essence parfaitement unique, un cadeau unique qu'on a à offrir au monde. Et c'est pour ça que c'est pas si simple de définir sa mission de vie et que ça peut pas se faire juste avec le mental en disant j'ai fait ça comme formation, moi j'aime bien travailler comme ça, comme ça, comme ça. Non, il y a un truc vraiment raffiné, unique, qui est en lien avec notre essence. Et donc ça, effectivement, même si on l'offre pas au monde en étant par exemple accompagnant, il y a mille façons de l'offrir au monde différentes. Et même quand on s'occupe de notre potager seul dans notre jardin, eh ben, cette essence unique, elle se propage à toute l'humanité. Alors, comment incarner une mission de vie dans la durée depuis un endroit pacifié et non depuis la survie, le manque, la compensation ou l'addiction? Donc ça, c'est une question très simple et à la fois très intéressante parce que effectivement, quand on est blessé, ce qu'il faut comprendre, c'est que 95% de notre énergie passe à colmater les brèches, c'est-à-dire à garder sous cloche les émotions refoulées dont on ne veut pas qu'elles remontent. Et c'est pour ça qu'il y a tant de gens qui sont dans l'addiction, par exemple, qui fument des joints le soir ou qui boivent un petit verre ou qui fument des cigarettes ou qui mangent du chocolat ou qui font beaucoup de sport. Tout ça, c'est pour empêcher nos émotions refoulées de remonter et ça nous prend une énergie folle. Et aussi nos pensées, toutes nos pensées d'auto-jugement en permanence ou les jugements de nos parents qu'on a encore en tête, ça aussi, ça nous prend une énergie folle pour essayer d'agir quand même en écartant ce flot incessant, ce brouillage mental. Donc, comment incarner une mission de vie dans la durée depuis un endroit pacifié? Bah, il faut se libérer de tout ça. C'est la seule option. Il n'y a pas d'autre option en réalité. Ça me donne envie de faire. Tu me mettrais le tableau blanc, Hélène? Ouais. Alors, on va tenter un truc technique extrêmement innovant avec vous. On vous Propose. demande de ne surtout pas toucher à votre écran et à votre clavier en même temps parce qu'on ne sait pas comment faire pour que vous ne puissiez pas intervenir. Donc, attention. Allez, vous allez voir les Picasso qui sommeillent en moi. Donc, de façon très simple, on va imaginer sur une espèce d'axe, on est tous allés un peu à l'école là, ces axes-là, avec cette courbe qui serait ce chemin de vie Attends, je qui t'arrête une seconde. Est-ce que vous voyez bien ce que dessine Eric au tableau? Ok, super. un chemin idéal dans lequel nous arrivons sur Terre, nous sommes adorés, aimés par nos parents, nous sommes guidés vers ce qui nous plaît le plus. De façon naturelle, nous sommes encouragés, nous sentons toute la fierté de ce monde extérieur à nous voir nous épanouir et grandir vers ce qui est évident pour nous à manifester dans le monde comme mission de vie.
Et vous avez bien entendu, alors le chemin, il est devenu tout petit. Pourquoi? Comment je vais faire pour faire là-dedans? On va tenter le coup. Alors, attends, ça. On m'entend, Hélène? Tu m'entends? Je t'entends, ouais. Mais pourquoi j'arrive plus à dessiner? T'arrives plus, j'ai l'impression que j'ai vu passer un truc comme quoi il y avait quelqu'un qui avait pris le contrôle. Attends, C'est dans on un va le- cadre rouge. je vais le refaire. S'il vous plaît, ne touchez pas. Ok, ça se charge. Voilà. Donc, du coup, maintenant, je vais pouvoir. Donc, je reprends cet axe et ce chemin de vie idéal dont je vous ai parlé. Et vous avez bien entendu et vous avez tous vécu, et j'ai vécu le fait que sur ce chemin de vie, j'arrive avec une certaine forme d'amour. Et puis petit à petit, mes parents, mes enseignants me disent non, c'est plutôt ça, à mon avis, il faudrait que tu fasses ça, range ta chambre. À mon avis, tu vas faire ces études, et puis pour être heureux, de toute façon, il faut faire ce métier, et puis il faut réussir, se marier, avoir des enfants, un chien, un chat, une voiture. Ah, et voilà ce qui peut se passer sur un premier temps de notre vie. Et cette tension que on peut sentir à l'intérieur de nous et qui nous fait nous dire que nous ne sommes pas à la bonne place, c'est la tension qu'il va exister entre là où je suis allé avec les autres parce que je les ai écoutés, j'ai cru en eux, j'ai cru qu'ils avaient raison, qu'ils savaient mieux que moi, et j'ai tendu mon être qui aurait dû cheminer sur son chemin de vie naturel en dessous. Et vous voyez comme une élastique que j'ai tracée entre l'endroit où j'arrive et où je commence à prendre conscience que quelque chose ne va pas. Peut-être j'aurais dû avoir plus de temps pour ressentir, pour savoir ce dont j'avais envie, ce qui me faisait plaisir, ce qui me faisait vibrer. Euh, et comme je ne l'ai pas fait, je me retrouve en tension par cet élastique qui m'a écarté de mon chemin de vie. Et euh, quand je prends conscience de ça, ce qu'il me reste à faire, c'est retrouver le chemin vers cet axe naturel, ce chemin de vie naturel que j'aurais pu suivre. Et c'était pas ça qui était prévu, évidemment. Mais maintenant, je le sais. Et donc, qu'est-ce que j'en fais? Comment est-ce que je prends en main tous ces espaces auxquels je n'ai pas su dire non, tous ces espaces en moi que je n'ai pas écoutés, toutes ces manières d'être aimé qui ne me convenaient pas et qui ont généré des blessures en moi, tous ces fardeaux transgénérationnels qui m'ont été transmis sans même parfois que je le sache. Et comment du coup je me déleste, euh, je guéris toutes ces choses qui me permettent du coup petit à petit d'imaginer que je peux revenir, rejoindre mon chemin de vie. Euh, voilà ce que j'avais envie de partager. Hmm. Et c'est d'après un schéma de Thomas d'Ansembourg. Hein, c'est ça, Oui, Eric. oui, c'est pas moi qui l'ai créé, oui. Hmm. Alors, euh, quand on commence à faire ce parcours de pacification et à sentir la mission de vie qui émerge, il y a des mentorés qui nous ont posé des questions justement par rapport à ça. Quelles postures intérieures doivent être ajustées ou quittées? Ben, je dirais que plus on avance dans la pacification de nos blessures et plus on sent son âme. Et notre âme, elle communique avec nous par plusieurs formes. Il y a la première, c'est l'intuition. Donc, on va vraiment avoir des ressentis où on va se dire, ah, ça, je le sens pas. Je le sens pas ou je le sens. Et ça, il faut l'écouter de plus en plus, évidemment. La deuxième forme de communication de notre âme, c'est le langage du corps, tout ce qui est somatisation. Moi, dès que je fais un truc qui n'est pas aligné à mon âme, j'ai une somatisation derrière. Donc, vous pouvez vraiment sentir quand vous n'êtes pas aligné. La troisième, c'est l'écoute des signes.
Quand votre âme vous empêche de faire quelque chose plusieurs fois d'affilée, ben, c'est peut-être qu'il ne faut pas le faire. Donc, en écoutant son intuition, les signes et son corps, je trouve que ça nous donne vraiment beaucoup d'indices vers où aller. Euh, Parce que il y a une autre question qui est, faut-il laisser faire l'alchimie de la vie? Et je dirais non, parce que, enfin, oui et non. En fait, il faut être dans un état de réceptivité active. Les choses vont pas tomber toutes cuites. Il n'y a pas un ange qui va arriver avec un petit parchemin avec marqué ta mission de vie, c'est, et maintenant nous t'avons offert un cabinet où tu vas pouvoir pratiquer ton art et avoir beaucoup de clients. Ça va pas se passer comme ça en général. Et donc, du coup, il faut être vraiment dans cet état de réceptivité active où on est à l'écoute des signes, à l'écoute de ce qui se présente et de suivre ce chemin. Et bien sûr, ça demande à certains moments de prendre des risques, d'oser, sauter. Mais bien sûr, il faut aussi être très attentif à ne pas se mettre en danger. Quand on est en début de pacification, on commence à entendre des indices. On commence à entendre, par exemple, qu'on doit devenir thérapeute, disons. Eh ben, c'est pas à ce moment-là qu'il faut lâcher son boulot, tout quitter, sans être sûr du tout de ce qui va se passer. Parce que là, ça peut vraiment nous mettre en danger. Et ça va créer de la tension, et les blessures qui sont encore là vont s'activer, et donc on n'entendra plus notre âme. Donc là, ça peut créer vraiment un danger réel. Donc, il faut suivre le rythme, le timing divin, c'est-à-dire sentir à quel moment il faut faire les choses, attendre d'avoir des confirmations. Hein. C'est pas parce que vous avez un signe que vous vous lancez. En tout cas, moi, je fonctionne pas comme ça. À partir du niveau de conscience de l'étape bleu clair, là, vous manifestez directement la vie à partir de votre âme, la plupart du temps en tout cas, et les signes vont devenir de plus en plus évidents et vous allez apprendre votre langage. Moi, je sais que quand mon âme me parle 3 fois de la même chose en 3 jours, par des biais différents, par exemple un livre que je dois lire, il y a 3 personnes qui vont m'en parler en 3 jours, bon, bah, je l'achète, je me pose pas de questions, quoi. Voilà, ça fonctionne comme ça. C'est quoi tes signes à toi, Eric? Comment tu avances comme ça dans la vie par rapport à ta mission de vie, à tes engagements, à tes élans Tout se passe dans mon corps. Moi, aussi, c'est dans mon d'accord. corps, c'est la joie, l'ouverture du corps ou une tension et une fermeture. Et si j'ai tension, fermeture, alors je prends un temps pour écouter et je prends tout le temps dont j'ai besoin jusqu'à ce que je sente qu'il y a le relâchement. Ça veut dire que j'ai écouté la bonne chose. Hmm. Parce qu'on est d'accord aussi que quand il y a des tensions dans le corps, bien sûr, ça peut être aussi des peurs de l'ego qui restent. Donc, le fait d'arriver à discerner si la joie, c'est plutôt de l'excitation de l'ego ou de la joie de l'âme, et si la peur, c'est la peur de l'ego et irrationnelle, ou c'est une peur simplement qui dit n'y va pas parce que c'est pas bon pour toi, ça apprend, c'est une écoute fine. Et c'est justement ce qu'on enseigne dans tous les stages reconnexion d'ailleurs. Mm. Parce que dans les stages reconnexion, on va se reconnecter à cette guidance du corps qui est un véritable GPS et qui est, en fait, on devrait même plus avoir besoin de réfléchir avec la tête pour prendre des décisions. On a toutes les réponses dans notre corps, toutes. Et c'est pareil relationnellement. C'est-à-dire que quand on est en relation avec quelqu'un, si on écoute notre corps et qu'on a assez affiné son langage, la compréhension de son langage, on sait exactement ce qui est bon pour nous ou pas, et avec qui, et comment, et quand. Ouais. Et ça pour moi, c'est fondamental d'imaginer ou de sentir à quel point dans notre éducation, euh, d'abord, ça aurait dû être, c'est-à-dire que ça devrait être l'enseignement premier pour chaque être humain, c'est-à-dire être autonome avec son propre élan. Comme c'est pas ça, en plus, euh, très souvent, et je suis père de 4 enfants, et clairement je l'ai fait, euh, on va penser qu'on sait mieux que nos enfants. Hein. Donc ça va être mange ceci, mange plus, ou bien fais ceci comme ci, fais ceci comme ci. Et les enfants, par amour, j'ai envie de dire, et parce que ce sont des enfants, nous avons tous intégré en tant qu'enfants ce principe où, ben, a priori, on sait mieux que moi. Et donc, c'est un vrai travail à reconstruire
de se souvenir que profondément, nous savons exactement ce qui est bon pour nous, mais pas quand c'est l'ego qui mène la barque. Et l'ego, c'est ce que j'ai construit pour survivre à ce monde qui est violent. Hein. C'est pour moi, en tout cas, c'est de la violence de ne pas avoir été pleinement aimé, de ne pas avoir été pleinement libre de faire mes propres essais, de me tromper, oser échouer. Enfin, voilà, c'est dans ce monde-là que nous avons grandi dans un premier temps. Complètement. Et d'ailleurs, c'est de ça dont on parle dans la masterclass I Love You, I Love Me, qui parlait d'amour de soi, mais en lien avec les besoins fondamentaux de l'enfant. Et vous pouvez retrouver cette masterclass sur mon site, dans la partie ressources. Je la remettrai sur la chaîne YouTube demain aussi. Parce qu'effectivement, tout est en lien avec les besoins de l'enfant qui n'ont pas été satisfaits, et autant des besoins qu'on connaît bien que des besoins plus subtils. Une dernière question. La notion de mission de vie me stresse car à 52 ans, j'ai pas encore trouvé un sens à ma vie. Est-ce normal? Si on ne trouve pas sa mission de vie dans cette incarnation, comme il est nécessaire d'avoir de l'argent dans cette dimension, on est donc contraint de faire un travail qui ne nous plaît pas toute notre vie. Où est la logique et surtout le plaisir d'être ici? Qu'est-ce que tu veux répondre à ça, Eric? Hein. Je pense que beaucoup des croyances qui existent dans cette question nous concernent tous. C'est-à-dire qu'on a pu tous penser et croire ça. Et se défaire de ce schéma qui nous conditionne est déjà une mission de vie en soi. C'est-à-dire c'est une étape fondamentale de la mission de vie. Et donc là, quand j'entends cette question, j'ai déjà plein de pistes que je pourrais soutenir, par exemple, pour faire en sorte que ces croyances puissent s'atténuer, parce qu'il n'y a pas d'âge pour être heureux. Donc, comment est-ce qu'une mission de vie pourrait ne pas être réalisable à 50, 60, 70 ans? Ça n'a pas de sens pour moi. Euh, Ça, c'est la première chose. Et tu peux me relire la fin, s'il te plaît? Oui, C'est ben quelque chose. on est contraint à faire un travail qui ne nous plaît pas toute notre vie. Où est la logique et surtout le plaisir d'être ici? Ouais. On n'est jamais contraint. Voilà, on n'est jamais contraint. On est contraint par nos peurs. Hein. Eckhart Tolle, à un moment donné, il a tout lâché, il s'est retrouvé à la rue pour réémerger en être spirituel qu'il est. C'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, la vie l'a amené, ou il s'est amené à se déconditionner de tout ça et à goûter le rien. Et en goûtant le rien, il a touché le tout. Du coup, euh, même là, on peut imaginer que on est conditionné, alors qu'en fait, on l'est pas forcément. Oui, complètement. Et puis, je pense que la majorité des êtres humains a un peu cette impression de tourner en rond parce que justement, elle se situe dans la phase jaune dans le tableau, juste en dessous de la pacification réelle. Et donc, il y a des personnes souvent qui viennent me voir qui ont fait 30 ans de développement personnel en disant, mais qu'est-ce qui manque, quoi? J'ai tout donné, j'ai tout fait. Mais en fait, elles ont fait un travail qui ne travaille pas sur les trois niveaux de la réalité et donc qui, du coup, s'est avéré vain. Bien sûr, il a servi à quelque chose, mais les traumas n'ont pas été transformés profondément et donc ça ne permet pas d'aller vers l'âme et vers la mission de vie. Voilà. Donc nous, ce qu'on propose, c'est un travail sur les trois niveaux de la réalité. Je pense que ce qu'on propose est unique en francophonie, mais j'ai pas été vérifié partout. En tout cas, moi, je ne l'ai vu qu'ici. Et ce qu'on vous propose aujourd'hui, si vous êtes curieux et si vous avez cette envie peut-être de vous faire accompagner par nous et par toute notre équipe, parce qu'on travaille avec une équipe de 10 expertes et Eric, du coup on dit souvent les expertes et Eric, qui accompagnent les mentorés dans toutes les facettes de ce travail, c'est-à-dire le premier niveau de la réalité, c'est-à-dire la compréhension de notre fonctionnement et la régulation de notre système nerveux. Le deuxième niveau, qui est le niveau émotionnel et énergétique, avec la libération de toutes nos émotions refoulées, peut-être pas toutes, mais une grande majorité depuis notre conception. Et le troisième niveau, qui est celui de la conscience et de l'âme, avec la reprogrammation quantique de la conscience. Et c'est là, quand on a fait ces trois niveaux simultanément, que la pacification opère.
Et je vous invite à aller regarder ça sur mon site internet hélènelaporte.fr. Sur la page programme, vous avez tout le détail de ce qu'on propose. Et Eric est là aussi pour proposer des appels. Peut-être que tu peux en parler toi. Qu'est-ce qui se passe pendant ces appels? Eh ben, s'il y a des questions qui émergent, des questionnements, et de savoir si euh, qu'est-ce que je peux faire? Voilà, est-ce que je peux avoir un peu plus de clarté sur ma mission de vie, sur les difficultés que je traverse? Et est-ce qu'il y a une adéquation entre mon envie, les questions que je me pose et les solutions que nous-mêmes pouvons proposer? Euh, Depuis cette clarté, ça offre du choix de rentrer dans ces accompagnements ou pas. Mais en tout cas, le motif de cet appel, il est très simple, c'est un temps d'écoute dans lequel on peut mettre de la clarté euh, au service de la personne qui en a besoin. Voilà. Voilà, et donc si vous souhaitez prendre un rendez-vous avec Eric ou avec moi, je fais aussi des appels téléphoniques pour toutes les personnes qui ne sont pas encore accompagnées par nous. Il vous suffit de m'envoyer un message sur WhatsApp. Je vous remets mon numéro de téléphone ici, c'est le 07 68 42 05 17. Je fais tout par WhatsApp, c'est beaucoup plus simple. Sachez aussi qu'on a un groupe de partage WhatsApp pour ceux qui n'y sont pas encore. Et donc, il vous suffit pour toutes vos demandes de m'envoyer un petit message et je réponds personnellement à toutes les demandes. Voilà, je crois qu'on a répondu à toutes les questions on time, parfaitement, impeccable. J'ai beaucoup aimé cette conversation avec toi. Pour ne pas trop multiplier les lives, on a décidé de faire aussi des conversations qui seront enregistrées et mises sur ma chaîne YouTube Hélène Laporte Mission Originelle. Comme ça, vous pourrez les écouter quand vous voulez. Pour vous parler aussi des stages reconnexion en présentiel qu'on fait, qu'on anime Eric et moi. Bref, on va continuer à faire ces conversations parce que j'aime beaucoup échanger avec Eric. C'est toujours un grand plaisir de partager nos visions de la vie. N'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire sur le replay sur YouTube si vous avez aimé. Euh, on fait comme d'habitude. Ah non, bah non, parce que comme ça va être diffusé sur la chaîne YouTube, je ne remets pas le grand écran où on se dit au revoir tous ensemble, sinon il y aura toutes vos têtes. Voilà. Donc, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Merci Eric pour cette première. Ah, merci à toi, Hélène, c'était super. Ouais, Bonne soirée tout le monde. à très vite. Au Une revoir. belle vie à tous. Au revoir.